Bon, écoutez, nous sommes très très heureux de vous voir si nombreux, puisque voilà, ça se dit et surtout vous dire notre joie de vous voir et aussi d'en profiter pour vous souhaiter, parce que c'est encore possible, nos meilleurs vœux. En tout cas, voilà. Vous dire donc, et puis je vais donner la parole à Guillaume, qui va, parce qu'il est à l'origine fondamentalement de ce nouveau séminaire, dans le cadre des travaux qu'il fait en tant que membre de l'Institut de France. Et donc nous avons ensemble pu penser son laboratoire également, et puis la chaire de philosophie, à des réflexions un peu différentes et je dirais à la fois socio-historiques, bien sûr, toujours philosophiques, mais qui aussi vont sur un appareillage plus clinique, en tout cas qui se pose également de la question plus psychique de ces traits caractériels ou non du fascisme, et qu'est-ce qu'on renvoie dans cette notion-là. Est-ce qu'elle est absolument que socio-historico-déterminée, ou est-ce qu'il y a des invariants et quelque chose d'ahistorique à penser? Donc on discutera de tout ça comme dans tout séminaire avec des invités. Et puis je vais donner la parole à Guillaume pour qu'il présente lui aussi un peu ce séminaire. Il prend ensuite la parole pendant 30-40 minutes. Je fais de même et ensuite moi je serai certainement plus courte, hein, donc tout va bien. Et ensuite on fait de même ensemble au travers de questions, de remarques, comme dans tout séminaire. Voilà. Je vous remercie. Guillaume, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cynthia. C'est une grande joie de pouvoir ouvrir ce séminaire et de le faire ensemble. Nos travaux respectifs croisent de près ou de moins près, de près pour toi, en particulier dans Sigy-la-Mer, la question du fascisme, et d'un peu plus loin pour moi jusqu'à présent, mais c'est une configuration du temps présent, un diagnostic du temps présent que l'on va essayer de faire ensemble, à partir d'une appréciation portant... oui, ça marche, vous entendez bien? C'est moyen? Peut-être qu'il faut tout simplement allumer le micro, merci. À partir d'une appréciation portant sur notre moment présent, est-ce qu'on peut dire que nous sommes en train de vivre une période fasciste, en voie de fascisation, si on se réfère à une catégorie qui a été analysée il y a peu? Qu'est-ce que ça implique de penser un retour ou non du fascisme? Ce sont des questions qu'on ne peut qu'inscrire dans l'actualité la plus brûlante, avec l'élection hier aux États-Unis d'un président qui, par bien des aspects, a un style qui de près s'apparente à une forme de gouvernementalité fasciste. Il est évident que ce travail que l'on fait ensemble, Cynthia Fleury et moi-même, aussi s'inscrit dans un projet désormais initié et développé au sein de l'Institut universitaire de France, qui porte pour ma part sur les frontières de la solidarité, projet dans lequel j'interroge la question des frontières de genre, de classe, de race, de nation, sur les pratiques contemporaines de solidarité, comment on peut leur redonner sens aujourd'hui, sans forcément reprendre des argumentaires nationalistes, souverainistes, de genre, etc., qui en compromettraient la teneur. C'est à l'intérieur de cette analyse que la réflexion sur le fascisme a trouvé sa place. Elle trouve aussi son origine dans un dossier de la revue Esprit, auquel j'ai participé en tant que membre de la revue en octobre 2023, qui s'appelait « Nommer l'extrême droite », et où j'avais écrit un texte justement portant sur
la vie psychique, en quelque sorte, de l'extrême droite. Voilà, l'argumentaire, le contexte général, une tentative de prise sur notre moment présent, une tentative de diagnostiquer notre moment présent à partir d'un mot, le fascisme, qui a sa propre histoire, son histoire évidemment italienne. Je remercie aussi Maria Pia Paolis qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente aujourd'hui en tant que directrice du laboratoire sur les études italiennes à la Sorbonne Nouvelle. C'est pour moi donc, je dirais que je vais commencer à inscrire le séminaire dans une réflexion plus large, en partant du fait que nous vivons à nouveau sous la référence, ça n'a pas toujours été le cas historiquement, mais nous vivons à nouveau sous la référence au signifiant fascisme, qu'on le déplore comme un bruit, un message inapproprié ou qu'on s'en alarme. Nous avons sans doute à nous demander aujourd'hui ce que dit la répétition de ce signifiant de notre être sujet contemporain, de nos façons d'être ensemble, pourquoi son usage tend à circuler de bien des manières dans nos sociétés et même, au fond, à les gouverner. Michel Foucault, auquel je vais me référer comme un fil directeur dans cette introduction, a su particulièrement bien mettre en relief deux aspects, deux modalités du fascisme. D'une part, le fascisme historique, comme il le nomme, de Hitler et de Mussolini, qui a su si bien, écrit-il, mobiliser et utiliser le désir des masses. Et d'autre part, et les deux éléments sont intéressants à distinguer, le fascisme qui est en nous tous, qui hante nos esprits et nos conduites quotidiennes. Le fascisme, dit-il, qui nous fait aimer le pouvoir, désirer cette chose même qui nous domine et nous exploite. Cette référence au fascisme se trouve détaillée dans l'analyse qu'il propose pour la publication du livre en édition américaine, du livre de Deleuze et de Guattari, justement l'Anti-Oedipe, en 1977. Il se pose la question suivante, je le cite, « Comment faire pour ne pas devenir fasciste ?» Je dirais que c'est notre question d'aujourd'hui. Comment ne pas devenir fasciste? Selon lui, justement, leur ouvrage, qui porte sur une critique d'une certaine psychanalyse, peut être lu comme, je le cite, une introduction à la vie non fasciste. Une introduction à la vie non fasciste. Les indications de Michel Foucault dans ce texte tiendront lieu de boussole. C'est seulement, en effet, à la condition, je crois, d'articuler le fascisme hors de nous, historiquement attesté dans telle ou telle forme nationale, et le fascisme en nous, que nous pouvons nous demander comment mener une vie non fasciste individuellement, mais surtout peut-être encore plus, ou en tout cas autant collectivement. La réponse politique est en effet insuffisante, sans aucun doute, sans la réponse existentielle presque, même si celle-ci s'enroule à celle-là. Une telle interrogation, il faut le noter, ne se posait pas avec autant d'acuité il y a encore quelques années, mais elle est désormais devant nous, avec la montée, l'ascension irréversible des partis nationalistes, souverainistes, autoritaires, en Europe, en Amérique, mais aussi en Asie. M'inspirant de Foucault, donc, je me demanderai, pour ouvrir ce séminaire, quelles sont les attitudes de fascisation et quelles attitudes collectives de défascisation leur opposer. Je fais référence ici à ces termes de fascisation, de fasciser, que le philosophe Pierre Zaoui utilise précisément dans l'article qu'il écrit dans la revue Esprit dont j'ai parlé, en se référant lui-même à la notion de raciser et de racisation de la philosophe féministe Colette Guillaumin, pour indiquer par fascisation une tendance vers le fascisme et le distinguer ainsi celui qui est en voie de fascisation du fasciste proprement dit. Je dirais donc, pour démarrer, je voudrais juste, au fond, essayer de mettre en avant quelques points qui me semblent particulièrement importants. Premier point, le fascisme est au fond en train de devenir un signifiant particulièrement important, un signifiant maître. Faire le diagnostic du présent, c'est alors se demander pourquoi le fascisme est de retour comme signifiant. Et ce retour doit se laisser appréhender à même l'analyse de la langue, comme d'ailleurs nous y a conduit
et s'est rendu attentif de manière très fine, Roland Barthes, dans son travail sur la langue fasciste, sur la langue est-elle fasciste, sans présupposer justement forcément cette analyse que Roland Barthes mène et qui est liée à la critique chez lui de toutes les dualités afférentes à la langue et à l'appel au neutre. Il faut reconnaître que la référence au fascisme circule à la surface de la langue selon deux modalités très significatives. La première, c'est que fascisme est devenu le nom de l'insulte politique par excellence pour discréditer son adversaire. Récemment, dans la campagne américaine, Kamala Harris l'a utilisé contre Trump, lequel, en retour, a accusé Harris, le 24 octobre 2004, d'être fasciste. De quoi cette insulte est-elle le symptôme, si on veut parler ainsi, si ce n'est justement sans doute d'une certaine dissémination du signifiant fascisme dans toute la société, à même la langue, qu'il faut précisément interroger. Le fascisme est alors en passe de devenir ce qu'on pourrait nommer une atmosphère culturelle chargée de contenus très différents, porteuse d'une plasticité qui caractérise cette référence. Le fascisme, en deuxième point, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut distinguer, est également la référence silencieuse sous-jacente évidemment à des styles d'action politique, se réclamant d'une droite nationale dure, innervant des pratiques politiques, allant des procédures de militantisme de l'extrême droite à des formes de gouvernement politique décomplexées et autoritaires. Cette référence, dans le cas présent, fonctionne le plus souvent comme une référence interdite, mais elle n'en reste pas moins un signifiant majeur dans l'affirmation d'un style politique, nationaliste, xénophobe, autoritaire. Ces deux usages de la catégorie de fascisme, la référence au signifiant fascisme, ne sont évidemment pas de même nature, mais je crois que l'une peut fonctionner au service de l'autre. Si l'insulte fasciste est censée atteindre l'autre pour le décrédibiliser dans son être de sujet et le priver presque par avance de toute crédibilité dans ce qu'il ou elle a à dire, elle n'en diffuse pas moins le signifiant fascisme dans la langue et rend dès lors toujours plus concevable l'imminence du péril qu'elle dénonce en généralisant une catégorie sur fond de laquelle d'autres peuvent s'appuyer dans leur propre art politique, dans de toute autre direction. La dispersion du fascisme dans la langue est ainsi ce qui, paradoxalement, accrédite sa forme politique et lui restitue l'allure d'un événement toujours actualisable. Les confessions de politiques de leaders qui, dans le privé, reconnaissent des affinités avec le fascisme et s'empressent de les contredire dès qu'elles sont rendues publiques participent de la généralisation d'un texte caché qui tend à devenir hégémonique en étant relié, en se dispersant dans toute l'épaisseur narrative d'une société. C'est alors toute la lutte pour imposer le récit hégémonique, au sens de Gramsci, que la société tient sur elle-même, qui peut être introduite par la circulation des thèmes fascistes dans la langue, sous les deux formes finalement de l'insulte ou de la confession. Naturellement, ces deux formes n'ont absolument pas le même statut. L'une se veut critique et l'autre présente un statut diaphane, sans consistance. Mais l'une et l'autre lancent le fascisme dans la langue et avec eux, j'y reviendrai pour conclure, la possibilité d'une vie psychique du fascisme, celle qui nous intéresse tout spécialement. Pour autant, comment articuler, c'est là-dessus que Michel Foucault nous a alertés, c'est le deuxième point que je voudrais développer, comment articuler cette relation entre fascisme comme moment historique et fascisme, au fond, comme modalité de l'existence, comme un certain existentiel par lequel un style d'existence est rendu possible. L'analyse des usages du fascisme dans la langue, dans des modalités toujours historiques, je crois, doit nous alerter d'emblée contre toute représentation d'un fascisme déshistoricisé qui se voudrait éternel, ainsi que l'écrit Bertolt Brecht dans un texte de 1967, dans les écrits sur la littérature et l'art, un texte qui s'intitule « 5 difficultés pour écrire la vérité ». Le fascisme, écrit-il, n'est pas une calamité naturelle qui pourrait se comprendre à partir d'une autre nature, la nature humaine. Je crois que c'est un avertissement très intéressant que Brecht nous adresse, au sens où, précisément, si le fascisme est un existentiel,
une modalité de l'existence, sans doute l'erreur serait-elle de déshistoriciser cet existentiel pour en faire un trait de surplomb de la nature humaine et par là même de déshistoriciser le fascisme lui-même. En ce sens, les analyses nombreuses finalement sur le fascisme éternel peuvent prêter à confusion car elles risquent toujours de déshistoriciser les éléments situationnels singuliers à l'origine de tel ou tel développement d'une modalité du fascisme. Je pense en particulier à Umberto Eco, dont l'analyse présente ce risque-là, lorsque, dans une conférence de 1995, il part à la recherche d'un Urfascismus, d'un fascisme primitif et éternel, et il prévient que, je le cite, le fascisme fondamental est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes, chaque jour, dans chaque partie du monde. Alors c'est intéressant dans l'argumentaire d'Eco, parce que d'un côté, il y a ce fascisme fondamental, déshistoricisé, mais en même temps, l'effort de l'intellectuel est de diagnostiquer son apparition toujours renouvelée, sous une modalité toujours singulière, comme si, au fond, finalement, c'était à partir de cet argument de l'histoire qu'il faut prendre acte de l'existentiel que peut être justement le fascisme. Contre l'argument, un argumentaire qui serait trop vite donc déshistoricisé, je pense que ce séminaire que nous tentons aujourd'hui essaie plutôt de croiser de manière plus fine les nouages de l'historique, du psychique, de l'existentiel, du sociologique, de l'économique, pour scruter les attitudes fascistes dans des configurations historiques toujours différentes, toujours particulières, afin sans doute de se demander justement dans quel style, dans quel dispositif de gouvernementalité fasciste nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est là où la référence que Foucault déplie en marge de son introduction américaine à l'Anti-Oedipe de 1977 est particulièrement intéressante. Non seulement il s'agit d'une sorte de, il faut le dire, presque de hold-up que Foucault introduit dans la lecture qu'il fait de Deleuze et de Guattari, puisque la référence au fascisme, bien sûr, est présente dans l'Anti-Oedipe, mais elle est présente par rapport au livre de Reich sur la psychologie de masse du fascisme, à 3 ou 4 reprises dans le texte. L'argumentaire central de Deleuze et de Guattari n'est absolument pas centré directement sur la référence au fascisme, mais Foucault, pour introduire ce texte à un lectorat américain, prend cette diagonale, en quelque sorte, cette tangente plutôt, pour aller chercher dans le texte de Deleuze et Guattari des éléments d'une critique de la vie fasciste que Foucault interprète en quelque sorte dans le dos de Deleuze et Guattari, mais pas en contradiction avec ces deux auteurs, en regardant plutôt des éléments qui peuvent apparaître comme extrêmement suggérés dans le texte de Deleuze et Guattari, mais qui sont quand même présents. Effectivement, l'ouvrage a été connu comme étant une critique de la psychanalyse freudienne et du modèle familialiste qui la sous-tend. Seulement, Foucault relève très justement qu'au cœur de l'ouvrage sont discutées les explications avancées par Wilhelm Reich dans son texte qui a été écrit entre 1930 et 1933, en quelque sorte en direct en Allemagne, La psychologie de masse du fascisme, où Reich se rend compte tout de suite qu'il se passe quelque chose de très grave en Allemagne, pour rendre compte justement de quelque chose qui alerte d'emblée Reich, qui est la soumission massive des ouvriers à Hitler, alors même que leurs intérêts économiques immédiats auraient dû les conduire à s'en émanciper et à s'y opposer activement. Reich a mobilisé une explication selon laquelle c'est la répression de la sexualité, la répression paternelle de la sexualité, qui a induit une acceptation et même une soumission, une acceptation du chef castrateur et une soumission à son endroit. Foucault s'approprie ce cadre de réflexion pour révéler la figure apparemment paradoxale d'une conversion du désir des ouvriers en désir de soumission, puis en soumission du désir, inspiré
de la psychologie de masse du fascisme. Foucault établit alors une distinction très importante, et c'est vrai que je m'arrête juste 2 secondes là-dessus, c'est vrai que c'est un point ultra important que Deleuze et Guattari relèvent, c'est la question de la servitude volontaire. Comment se fait-il que psychiquement, en quelque sorte, le désir des masses au fond, travaille à l'opposé des intérêts de cette masse. Foucault établit ici en tout cas une distinction très importante entre le fascisme comme moment de l'histoire, Hitler, Mussolini, et le fascisme comme attitude. Le désir de soumission vaut comme un désir d'amour du pouvoir, dont il faut comprendre la raison d'être, si nous voulons justement analyser pourquoi il peut se rejouer toujours à des moments différents de l'histoire. Foucault, en des phrases finalement relativement prémonitoires, affirme, je cite, que le fascisme qui est en nous, qui hante nos esprits et nos conduites quotidiennes, nous fait aimer le pouvoir, désirer cette chose même qui nous domine et nous exploite. Donc le fascisme n'est absolument pas la suppression des désirs, mais leur transmutation dans l'amour de l'autorité, du pouvoir, même si, et surtout si à l'arrivée, il en résulte la domination. C'est cette subjectivité fasciste qu'il faut justement traquer et débusquer si nous voulons lutter contre la gouvernementalité fasciste pour Foucault. Alors je dirais que, en m'inspirant de cette analyse que Foucault ici trace de manière très suggestive, très peu de passages de textes consacrés directement à cela, je crois qu'il faut s'employer aujourd'hui dans ce séminaire, c'est ça qui nous intéresse, à analyser au fond la fabrication de l'attitude fasciste, de ce que j'ai appelé tout à l'heure la fascisation, comme l'un des lieux de fabrication du sujet contemporain. Parce qu'évidemment, sans doute l'erreur théorique serait d'emblée de faire de cette fascisation une anormalité, voire une pathologie, plutôt que de s'employer à comprendre, au fond, comment quelque chose de notre sujet contemporain se dit à travers cette référence au fascisme. En tout cas, il peut être très intéressant de comparer, et je pense qu'il sera fait référence peut-être quand Pascal Horry va venir parler, j'imagine. Il peut être très intéressant de comparer le moment des années 30, Michael Fussell également, et le moment contemporain, pour se demander si cette comparaison a un sens, si précisément ce qui se joue dans notre contexte néolibéral est étranger ou non à celui des années 30, avec toujours cette question qui est, je crois, notre fil directeur: comment faire jouer la série presque philosophique, désir d'autorité, domination, soumission, au sein des logiques sociales et psychiques qui ont rendu possible cette série, historiquement. Est-ce qu'on peut la faire jouer dans le contexte du néolibéralisme contemporain? Est-ce que ça a un sens de déplacer les analyses sur la soumission à une autorité dans les années 30, dans un contexte très nationaliste et lié à la crise du libéralisme? Est-ce que ça a un sens de le déplacer dans un contexte d'affirmation illimitée en apparence du néolibéralisme? C'est, je crois, une question qui mérite d'être analysée. Et évidemment que le nouage du psychique, du social et de l'économique, ici, trouve sa raison d'être. Ce que l'on peut dire, c'est que, effectivement, de ce point de vue, et ce sera mon troisième moment de mon intervention, je crois qu'il faut se rendre attentif à ce qu'il y a comme un certain dénominateur commun entre ces deux moments, qu'il ne s'agit absolument pas de confondre, mais quand même quelque chose comme un moment de crise. Dans les deux cas, ce qui caractérise ces deux moments, c'est qu'il y a une crise totale qui, sans doute, a pris historiquement plusieurs formes. Cette crise a pu prendre historiquement au moins deux formes. Si on se réfère aux années 20, elle surgit d'abord comme une crise du parlementarisme démocratique en Italie, mais aussi en Allemagne. Elle s'est nouée, on le sait, aux grèves, aux luttes ouvrières,
des années 20, qui ont fait planer le péril de la Révolution, tel que réalisé en Russie, au point que l'on a parlé d'année rouge en Italie pour les années 1919-1921. L'arrivée de Mussolini au pouvoir en 1922 en est un effet direct, mais aussi dans une moindre mesure, dans un autre contexte, le développement du nazisme. Ensuite, je dirais que cette crise démocratique, elle s'est doublée d'une crise économique avec les années 20, 1929. C'est alors la fragilisation économique extrême du peuple allemand, par exemple, consécutive à la crise de 29, qui se solde par l'accession de Hitler au pouvoir. Ce lien entre la démocratie, la crise et le fascisme est, je crois, fondamental. Il a été en tout cas explicité par Brecht, qui souligne justement combien le fascisme naît dans la démocratie et non hors d'elle. Cela renvoie à la précaution méthodologique de tout à l'heure, quand je disais appréhender le fascisme comme une modalité de fabrication du sujet. Lorsque Brecht écrit ceci, et c'est une phrase terrible, le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. C'est une phrase qui, aujourd'hui, résonne d'une manière absolument forte. Il est alors justement possible, en s'inspirant de cette phrase de Brecht, de comprendre pourquoi il fait retour aujourd'hui. Que la démocratie suppose sans doute des conditions pour exister, et là, cela concerne la fragilité de la démocratie, sa vulnérabilité, sa précarité. La démocratie suppose des conditions pour exister, dont la crise, en sapant les fondements, rend concevable l'émergence de la perspective fasciste. Je crois qu'il existe au moins 3 conditions. D'abord, la démocratie se réfère en tant que forme de vie largement partagée à une société de l'encastrement économique, premièrement, à une éthique de la vérité, deuxièmement, et à une anthropologie, troisième condition, de la citoyenneté. Or, aucune de ces 3 dimensions de la démocratie ne parvient désormais à s'imposer de façon robuste pour accréditer la démocratie. Le désencastrement de l'économie, déjà diagnostiqué par Karl Polanyi dans les années 20, acquiert une signification absolument dramatique avec l'extension du néolibéralisme. Le fait que l'économie marchande s'autonomise toujours davantage de la société au point de lui imposer ses propres normes s'amplifie à ce point que les possibilités d'encadrer l'économie, de la réencastrer par les contraintes politiques propres à la démocratie, ne se laissent plus deviner avec autant de facilité. De même, dans un deuxième registre, l'éthique de la vérité qui liait le citoyen à la forme politique est totalement débordée aujourd'hui par le vocabulaire religieux de la croyance. La vie en société n'est plus contrainte par la soumission à des faits vérifiés, mais ceux-ci sont toujours plus contestés par des croyances largement véhiculées par les réseaux sociaux, à la base de communautés de femmes et d'hommes soudés par une croyance plutôt que contraints par le vrai. L'éthique de la vérité, qui fixe un cadre d'universalité nécessaire à la démocratie, cède alors le pas à la dispersion et à la fragmentation des communautés de croyances. C'est alors, troisième point, toute l'anthropologie de la citoyenneté qui tend à être ruinée sur ces 2 versants, de la capacité normative à produire une autorité politique capable de surplomber le marché économique et de la capacité à se reconnaître comme sujet d'une même vérité. Je crois que la crise de la démocratie sur ces 3 piliers est à l'origine du risque fasciste. Comprendre ce point implique justement de penser le risque fasciste à l'intérieur d'un certain développement de la forme démocratique et doit nous rendre attentifs à une réflexion sur la vulnérabilité de nos démocraties précisément. Enfin, je dirais, à partir de ces différents éléments, on peut entrer là aussi dans le détail de l'analyse de la crise démocratique, amplifiée par la crise économique, en montrant comment elle fait surgir, c'est mon 4e point, la question sociale au premier plan, et avec elle l'angoisse de l'exclusion d'une partie considérable de la population. Je
crois que ce séminaire fournira l'occasion, à plusieurs moments de son développement, de réfléchir sur le fait que le fascisme, ce qu'on appelle fascisme, fournit une réponse politique au désarroi social en voulant précisément à nouveau encastrer l'économie dans la société, en nationalisant et ainsi en naturalisant l'ordre social, en promettant à ses seuls citoyens des formes de protection et en exhibant par contraste le péril de l'étranger, de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est alors toute une anthropologie qui émerge, largement occultée quand on en reste à la seule question politique de la prise de pouvoir, qui révèle justement combien le désir de justice sociale, de celles et de ceux qui se sentent le plus souvent oubliés, non appréhendés, invisibilisés, est retourné à des fins autoritaires en instrument de propagande d'un corps national alors exalté, comme réponse à une logique souterraine de ressentiment. Le fascisme ne se présente en effet comme, entre guillemets, la religion des démunis, leur conférant une justification existentielle forte, que pour autant, en même temps, qu'il les gouverne, et c'est là le paradoxe, justement, du fascisme politique. Je crois qu'on peut distinguer sur cette base, de manière très approximative, le moment libéral des années 30 et celui du néolibéralisme contemporain, tout en reconnaissant que la perspective de l'humanisation du capitalisme est centrale dans les deux cas, mais qu'elle prend un sens différent. Selon le premier moment, le fascisme s'est voulu une réponse spirituelle au capitalisme à un moment où la société industrielle, en plein développement, met en crise les structures de la société traditionnelle. L'appel à la régénération spirituelle de l'homme est alors la perspective, cela a été analysé par de nombreux historiens, depuis laquelle les mythes productivistes et technologiques sont bridés en se faisant des instruments de cette régénération. Une anthropologie de l'homme nouveau est presque le point d'orgue d'une certaine idéologie fasciste qui se diffuse dans toute l'Europe. Je vous renvoie au roman de Brasillac, un auteur fasciste français, qui écrit dans un livre en 1939, Les 7 couleurs, qui écrit que nous avons pu voir, en parlant de l'homme fasciste, naître un homme nouveau. Un homme qu'il faut ranger, selon lui, comme dans la perspective historique, à côté de l'homo sapiens et de l'homo faber. Homo sapiens, homo faber, homme fasciste. Dans le second moment, effectivement, celui qu'on peut approcher avec le néolibéralisme contemporain, il est certain qu'il n'est plus question de cette référence à cet homme nouveau. La crise contemporaine est désormais interprétée comme menace de toutes les assises existentielles de l'être humain, à moins que celle-ci ne soit niée au profit d'une apologétique du néolibéralisme qui doit alors au contraire libérer l'homme de toutes ses entraves pour le restituer à sa vraie nature. Plusieurs réponses néofascistes, et ici je me réfère à la différence introduite justement par l'historien Traverso pour caractériser justement ce qu'il appelle le néofascisme et le distinguer du post-fascisme, plusieurs réponses forment une combinatoire dans laquelle s'insèrent tous les styles de gouvernement autoritaire actuels qui tentent dès lors à se déployer. On peut dire que là où le fascisme des années 30 impliquait une culture du chef fort, le fascisme contemporain se réfère, ou bien dans un modèle plutôt hexagonal, à une culture de la protection, enfin un modèle, là aussi il faudrait historiciser évidemment, dans un modèle actuel, à une culture qui se veut de la protection sociale dans les limites de la souveraineté nationale, c'est-à-dire à un discours de défense des individus, qui maintient cependant inchangée la logique mondialisée des entreprises néolibérales, dont la condition justement pour qu'elles se développent et la mise en crise de toutes les protections. Une sorte de discours précisément en apparence contradictoire. On défend la protection sociale, mais en réalité on ne met pas en question le cadre néolibéral qui abîme la protection sociale. Ou bien on peut dire aussi qu'un certain style fasciste contemporain se réfère
à une culture nationale de l'esprit d'entreprise qui implique que même les individus les plus démunis, si on pense au cas de l'Argentine et de Milei, qui implique que même les individus les plus démunis continuent à se penser, même les pauvres, même les exclus, même à la rue, comme des entrepreneurs, comme des entrepreneurs qui ont à s'activer, à activer leur propre capital pour s'en sortir. On peut alors, et ça sera vers là que je conclurai mon approche, tenter peut-être de proposer, et ce ne sont que des jalons évidemment, une histoire du fascisme qui pourrait être restituée à partir de 3 moments, offrant sans doute des modalités distinctes, si notre souci est de voir quels outils aujourd'hui nous avons dans la critique sociale, pour intervenir sur ces, justement, styles fascistes. Je dirais qu'on peut distinguer sans doute 3 généalogies dans l'histoire du fascisme. Une première généalogie, elle est très souvent oubliée lorsqu'on parle du fascisme, renvoie au fascisme avant Mussolini. C'est-à-dire à ces émeutes paysannes qui se sont développées, intensifiées dans la Sicile de la fin du XIXe siècle. Et il faut d'abord reconnaître justement qu'il y a en Sicile, à la fin du XIXe siècle, un ensemble d'émeutes contre la misère sociale qui s'articule à un désir d'autogouvernementalité et qui prend le terme de fascisme. À l'origine du mot fascisme, si on accepte de l'histoire romaine ancienne évidemment, il y a ce nouage entre les révoltes populaires paysannes, la lutte pour la justice sociale et le désir de se passer de chef afin que puisse se déployer, sans cadre coercitif, ce mouvement. Le terme de fascisme a en effet une naissance antérieure à la prise de pouvoir de Mussolini. Il trouve son origine dans ce mouvement paysan et protestataire apparu en Sicile entre 1889 et 1894, qui a pris le nom des faisceaux siciliens des travailleurs. Ce mouvement agrège des ouvriers agricoles, des gens qui se louent sur les terres des autres, des artisans, mais aussi des intellectuels et des travailleurs précaires de l'industrie, et réclament en particulier des loyers agricoles et des salaires décents, des impôts locaux plus faibles et une redistribution des terres collectives. Cette fameuse redistribution des terres collectives qui interviendra dans un autre contexte en Italie dans les années 50 et dont justement l'auteur du Christ s'est arrêté à Eboli, rendra compte dans ses chroniques siciliennes d'une manière absolument terrible quant à la misère sociale justement de ces journaliers qui essayent de subsister et de survivre. Si le fascisme est né de ces révoltes populaires, il est significatif qu'il ait fini justement, à force d'absence de réponse politique à de telles revendications, par basculer, ce qui n'était pas à l'origine, dans un nationalisme du chef, puisque c'était au fond un mouvement presque d'autogestion à l'origine, ouvrant une lecture inédite à la politisation des mouvements populaires sur laquelle il faudrait réfléchir de très près. De très près parce que ce risque aujourd'hui est vraiment plus que jamais à l'œuvre, je crois, dans nos soulèvements contemporains qui naissent aussi de l'injustice sociale. Si l'on songe au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, mais aussi à un certain nombre de jacqueries paysannes contemporaines qui se veulent des mouvements horizontaux, sans chef, même s'ils ont fini par engendrer des représentants, mais qui n'ont pas débouché par une traduction politique, rendant du coup le risque encore plus grand que ne vienne, en quelque sorte, en l'absence de réponse, que ne vienne apparaître un style autoritaire charismatique qui leur conférera en retour, du moins en apparence, une place importante, du moins en apparence. C'est, je crois, une première généalogie du fascisme qu'il est très intéressant d'analyser, car on voit que la question sociale est au cœur de la réflexion que l'on doit mener sur le fascisme.
Deuxième généalogie, c'est ce qu'on pourrait nommer le moment totalitaire, à savoir le peuple au service du chef, le moment mussolinien et hitlérien, même si, justement, Hannah Arendt, dans sa somme sur le totalitarisme, a refusé, du moins je crois jusqu'en 1938, que le fascisme soit caractérisé comme un totalitarisme. Ce qui là aussi ouvre une réflexion, à mon sens, à prolonger sur les relations entre totalitarisme et fascisme. Toujours est-il que le terme de totalitarisme, là aussi dans une perspective généalogique, a été forgé juste après la marche sur Rome de Mussolini, en 1922, par les antifascistes. Donc c'est un terme qui a une histoire lui-même, mais il est très significatif et très intéressant que ce terme ait été repris positivement par les fascistes eux-mêmes pour assumer le cadre dictatorial du parti fasciste. Le totalitarisme signifie, dès lors, qu'il est repris par les fascistes, contre les antifascistes en quelque sorte, que l'individu et le peuple sont entièrement fondus dans l'État et que le privé disparaît dans l'ordre politique. Dans cette perspective, le peuple est aux mains d'un dirigeant ou d'une aristocratie politique, selon l'expression de l'historien Gentile dans son livre « Qu'est-ce que le fascisme ?» L'accent est alors mis sur l'unité organique du peuple, entièrement dirigée par l'État lui-même, incarnée par le chef. Ainsi que l'affirme justement l'un des théoriciens du fascisme, Camillo Pellizzi, l'Italie de nos rêves est un État qui se fait, et ce se faire doit être le processus d'affirmation d'une aristocratie d'État. Le fascisme vaut alors comme l'issue à la démocratie, accusée de tous les désordres. Elle est ce qui, dans la démocratie, doit s'imposer comme antidémocratie et rompre avec elle grâce à l'affirmation inconditionnelle de la volonté de puissance, entre guillemets, du chef, ainsi que l'affirme Mussolini dès 1921, en se référant au faux livre de Nietzsche, édité en réalité par sa sœur. Je cite justement Mussolini, « Le fascisme italien a été et reste la plus formidable création d'une volonté de puissance individuelle et nationale. » Le 22 novembre 1921. Une même logique autoritaire du chef, comme le détenteur incontesté d'un maximum de volonté de puissance, doit dès lors organiser la société. Une même épistémie, en quelque sorte, de l'autorité charismatique, tend dès lors à circuler en Europe, si l'on songe au livre de 1934 de Drieux-La Rochelle, « Socialisme fasciste », qui est très intéressant de relire aujourd'hui, qui revendique également le droit pour, je cite, « l'individu capable du maximum d'action, l'individu d'élite, le maître, d'asseoir sa domination sur l'ensemble d'un peuple ». On voit bien que ce qui se déploie dès lors avec cette deuxième généalogie du fascisme, c'est une individualisation extrême par le haut, le chef, qui se double d'une désindividualisation toute extrême par le bas, puisque le vrai sujet est justement celui qui gouverne. Une troisième généalogie, j'en resterai là, et me semble-t-il, ce qu'on pourrait nommer notre moment contemporain, dans laquelle il me semble que ce n'est plus, au moins en théorie évidemment, le peuple qui est au service du chef, mais une sorte de renversement par lequel le chef se proclame au service d'un peuple, ce qu'on pourrait appeler le moment populiste précisément. Le moment contemporain tranche en tout cas sur cette deuxième épistémée, et il semble bien ici que la rupture soit totale dans la mesure où ces rapports entre chef et peuple ont changé et se sont renversés. Ce n'est plus en théorie en tout cas le peuple qui est au service du chef, transcendé par sa propre volonté de puissance, mobilisant une entité supérieure, l'État. C'est désormais le chef qui ne guide le peuple que parce qu'il se laisse guider par lui. Les traits distinctifs de ce nouveau fascisme sont alors l'affirmation de la souveraineté nationale et sociale et la haine des corps intermédiaires entre le chef et son peuple.
On peut ici avancer, et ce n'est que pour ouvrir la discussion tout à l'heure, on peut ici avancer deux versants de cette réflexion. Premier versant, alors que le fascisme des années 30 est un fascisme de la transcendance de l'État, le néofascisme contemporain se veut davantage immanent au corps social, au point soit de resserrer l'État sur ses missions fondamentales, soit de les faire disparaître purement et simplement, selon une logique de phobie d'État, qui est la caractéristique, comme l'avait bien analysé Michel Foucault, du néolibéralisme précisément. On peut dire que la première perspective est sans aucun doute celle du néofascisme européen, Le Pen, Meloni, tandis que la seconde est celle de Milei en Argentine et sans doute de Trump aux États-Unis. Second versant, tous les intermédiaires non essentiels doivent être abolis, car ils sont accusés, on le sait, d'être des structures parasites et néfastes. On reconnaîtra là l'attaque en règle contre les universités, les services sociaux, hospitaliers, menés par Milei en Argentine. Mais il faut comprendre que seule importe ici la capacité populiste du chef à parler pour le peuple, avec la question du coup des porte-parole qui se veut fondamentale dans cette perspective néo-fasciste contemporaine. Bien évidemment, le sens de ce séminaire n'est pas d'unifier tous ces styles néofascistes, mais sans doute de les approcher pour en tenter des généalogies singulières et pour mieux, précisément, proposer un certain diagnostic de notre présent. En conclusion, on peut dire, en conclusion de cette perspective, je voudrais juste, histoire de donner la parole à Cynthia sur ce point, je pense, je voudrais revenir sur le point de départ de l'analyse concernant l'apparition d'un signifiant très important, un signifiant maître, le fascisme, dans la production de la vie psychique contemporaine. Je dirais que, justement, les métamorphoses néolibérales du fascisme présupposent, pour assurer sa pleine victoire, comme l'a très bien compris Foucault, reprenant Deleuze et Guattari dans ce texte de 1977, la mobilisation de certains circuits psychiques particulièrement actifs par lesquels les sujets en viennent à consentir à l'obéissance à un chef, alors même que leurs intérêts sont pourtant devraient les conduire à justement refuser ce consentement. Il est clair que l'énigme de la servitude volontaire demeure devant nous, et de ce point de vue, il faut bien avouer que le livre de Deleuze et de Guattari, l'Anti-Oedipe, fait remarquablement apparaître le problème dans le diagnostic qu'il propose en marge du texte de Wilhelm Reich, la psychologie de masse du fascisme. Justement, pourquoi les masses ont-elles désiré le fascisme? Pourquoi, autre citation précisément, pourquoi les hommes combattent-ils, c'est en référence à Spinoza aussi, qui avait le premier posé politiquement et philosophiquement la question, pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut? Comment arrive-t-on à crier encore plus d'impôts, moins de pain? Comme dit Reich, l'étonnant n'est pas que les gens volent, que d'autres fassent grève, mais plutôt que les affamés ne volent pas toujours et que les exploités ne fassent pas toujours grève. Qu'est-ce qui fait que le consentement, qu'est-ce qui produit le consentement à un style fasciste qui est à l'opposé des intérêts d'une masse, d'un peuple, d'un groupe de sujets? Cette question, elle implique une sorte de boîte noire. Elle est une boîte noire à elle-même dans le nouage de la vie psychique et du fascisme. Et c'est, je crois, cette boîte noire qu'on va essayer dans laquelle on va essayer sans doute de rentrer
Parce qu'il nous faut bien rentrer dans cette vie psychique du pouvoir fasciste si l'on veut comprendre le fascisme, non pas par le haut, comme une sorte d'appareil de capture des sujets induits par des types de domination, ce qu'est le fascisme incontestablement dans son rapport au totalitarisme. Mais si on veut comprendre le fascisme par le bas, par la manière dont des sujets ont désiré à un certain moment et désirent aujourd'hui à nouveau, comme on le voit dans la dernière élection américaine, quelque chose comme un style fasciste pour répondre à leurs problématiques existentielles. C'est cette thèse-là, ou cette hypothèse justement, nouée au paradoxe de l'attitude fasciste, qu'il nous faut, je crois, analyser dans ce séminaire et qui est précisément la condition de possibilité d'un diagnostic de notre présent. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Cynthia pour prolonger à sa manière, amender, rectifier, supprimer ce qu'elle voudra. Alors, oui, ça marche. Hop. Alors, je vais pas forcément tout de suite répondre, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui vont être en écho à ce qui vient d'être dit par Guillaume, même si je vais effectivement aller plus spécifiquement sur cette question du psychisme, en tout cas commencer à poser quelques jalons. Donc, voir avec vous d'abord un petit peu ce que tu as fait aussi, hein, c'est-à-dire comment on évite les fameux écueils aussi, d'un côté le structuralisme et bien évidemment les considérations socio-historiques, et puis de l'autre côté la psychologisation, etc. Donc déjà revenir sur un peu de parenté épistémologique entre la psychanalyse notamment, mais on va dire tout ce qui vient travailler comme ça sur ces questions du psychisme, et puis la question de l'histoire. Et puis ces deux questions, tant psychique et tant historique, revenir là-dessus sur comment, de façon structurelle, ils sont construits tous les deux. On veut beaucoup les opposer, et en fait, ils ont une forme d'éclatement qui peut rentrer en résonance. C'est la question au loin de l'historicité de l'inconscient, qui est importante. Et c'est un mauvais procès qui est fait à Adorno donc, dans ses études sur la personnalité autoritaire, hein, puisque c'est de ce texte qu'on va parler un tout petit peu plus spécifiquement maintenant, texte de 1950. Pourquoi je dis que c'est un mauvais procès? Parce que d'emblée, en fait, Adorno n'est pas du tout un psychologisant. Il est d'emblée au cœur de la conjonction de ce que tu appelais l'élément situationnel, donc en gros l'analyse socio-historique, culturelle, enfin tous ces, ce que Ronald Lang peut appeler des nexus, des nœuds qui sont des nœuds collectifs, si j'ose dire, et puis quelque chose qui est un sujet, entre guillemets, avec une histoire plus personnelle, mais qui lui-même est un ensemble de nœuds. Bon. Et Adorno travaille d'emblée pas du tout sur simplement comme si l'individu était desserré de l'ensemble des choses, puisqu'il va précisément travailler, c'est un enfant de la réification, enfin un enfant, c'est-à-dire c'est un théoricien de la réification, donc des processus de construction de la personnalité par la société. Et comment un certain type de société produit aussi un certain type fascisant. Donc d'emblée, il est dans une interaction sans cesse dialectique entre des facteurs entre guillemets extérieurs, exogènes, et puis des choses qui sont plus endogènes. Voilà. Et puis, bon, dire des petites choses sur ce dilemme, mais qui, voilà, il faut en parler, et en même temps, je trouve assez peu signifiant dans, en fait, assez pauvre. Donc d'opposer systématiquement
un fascisme historique contre un fascisme plus générique, ces oppositions-là, ces écueils, je trouve que notamment ce qui nous rend aussi aveugles, si vous voulez, au fascisme, c'est aussi ces écueils dans lesquels sans cesse les sciences humaines et sociales se réengouffrent, comme si elles devaient à chaque fois reprendre les vieux dilemmes, alors que nous savons tous que nous devons au contraire penser ensemble les sujets. Bon. Juste là, un ouvrage que je vous invite à lire ou à relire, parce qu'il est assez symptomatique de ce que nous travaillons aujourd'hui, le livre de Mazurel sur l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective. Et donc, simplement dire cela, c'est que les parentés épistémologiques entre la psychanalyse et l'histoire, malgré ce que veut bien croire, elles sont structurelles, absolument essentielles. En fait, nous vivons sans cesse, individus et sociétés, dans une pluralité de régimes d'historicité. C'est ça qu'il faudrait pouvoir arriver à dire. Nous vivons dans cette pluralité des régimes d'historicité, d'abord parce que c'est une vérité phénoménologique de l'être humain. Le présent, le passé sont poreux, ils sont non seulement totalement au même endroit, souvent dans l'inconscient, puisque vous savez que, et on y reviendra, sur cette mauvaise compréhension freudienne lorsque Freud va poser la caractéristique atemporelle de l'inconscient. Et je pense qu'on a mal compris ce qu'il voulait dire, ou alors peut-être c'était ce qu'il voulait dire, mais en l'occurrence, quand on fait de la clinique, on voit très bien que c'est une certaine conception du temps qui est bien évidemment antinomique avec celle de l'inconscient. Et cette conception du temps, je dirais, c'est de réduire le temps simplement à quelque chose de linéaire, à quelque chose qui est une succession qui produit de l'effacement. Et ce que cherche à dire Freud dans l'inconscient ne connaît pas le temps où je vais y revenir, attendez, hop, je pense que j'ai dû la noter plus spécifiquement ici. Voilà, les processus du système inconscient sont intemporels, c'est dans métapsychologie. Ben, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, tout est temps, ou tout fait matière. C'est ça, donc c'est pas tout à fait, rien ne s'efface, rien ne se perd. Comme disait Pontalis, le temps ne passe pas. Et en fait, on a un régime d'historicité, on a un régime de diachronie aussi possible, puisque les successions sont totalement possibles dans l'inconscient. Et en même temps, il y a des synchronicités totales. Donc on voit très très bien que, et vous faites tous cette expérience dans les rêves. Le rêve est une forme d'architecture possible de l'inconscient. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant, parce que le rêve a une pensée schématisante, il a une pensée volumétrique. C'est-à-dire qu'il nous permet souvent de visualiser ce que l'on peut ressentir, parce qu'il va adjoindre des pièces, des niveaux, des couloirs qui finissent pas, etc. Et en fait, qui raconte notre rapport au temps, qui raconte ce qui fait mal et ce qui ne fait plus mal, etc. Et comme si on faisait une sorte de schéma mental, et d'ailleurs on n'y comprend rien, parce qu'on reste même dans notre inconscient assez étranger à ces géométries émotionnelles, à ces géométries affectives, mais qui sont en fait des géométries proustiennes, bien racontées par Proust dans les réviviscences, les réminiscences, et là c'est simplement une tentative à un instant T d'une figuration par l'esprit qui est un tout petit peu moins corseté et qui tout d'un coup fait des constructions qui, on se dit, mais comment tient cette maison, puisque je ne comprends pas, je viens de sortir d'un escalier, je tombe dans une fenêtre et puis je repars, machin, et la maison tient parfaitement. Bon, donc ça tient. C'est ça que nous dit Freud, ça
tient. Une fois qu'on a dit ça tient, et que quand on veut le dire par le récit, ça ne tient pas, c'est très compliqué, parce que ça veut dire malgré tout que dans notre fameuse personnalité, il y a beaucoup de choses qui tiennent ensemble, qui dans un discours rationnel ne doivent pas tenir ensemble et qui en fait tiennent ensemble. Bon, et on ne sait pas attraper ça. Qu'est-ce qui fait ciment de tout ça? Et c'est terrible de se dire que, mon Dieu, il y a forcément un ciment plus intéressant que le signifiant fasciste pour que ça tienne, tout ça. C'est quand même... Mais ça vient aussi du fait que nous ne voulons pas arpenter, enfin je pense, nous ne voulons pas arpenter ces conflits émotionnels, pulsionnels de façon un peu plus mature et faire face à ça tient cette chose-là, parce que c'est vrai que ça nous demanderait sans doute plus de travail, plus d'attention, plus d'attention à la complexité des êtres, et que nous n'avons pas le temps, et que voilà. Donc résultat, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui va l'attraper, mais de façon très négative, alors qu'on pourrait l'attraper de façon plus poétique. Et je pense que d'ailleurs, chez Deleuze et Guattari, c'est ça aussi qu'ils ont attrapé dans l'anti-audible, dans Mille plateaux, etc. C'est-à-dire dans la capacité comme ça rhizomique des êtres. Bon. Alors je reviens, pardon. Donc les liens, si vous voulez, entre, comment dire, l'histoire et la psychanalyse. La singularité de l'histoire ne réside pas dans le traitement statistique des données, mais dans le fait d'être, à l'instar de la psychanalyse, c'est Mazurel qui parle, qui fait référence à Carlo Ginzburg, à l'instar de la psychanalyse, un savoir conjectural, fondé sur la collecte et l'interprétation de traces, d'indices, de signes, de symptômes révélateurs. La psychanalyse, comme l'histoire, est aussi, il y a bien évidemment le grand champ de la preuve entre guillemets scientifique, archives, etc. Mais le lieu même de l'histoire est un champ du narratif, et Dieu sait si c'est cette convergence du champ du narratif et de la volonté de faire preuve qui va produire le paradigme historique. On voit d'ailleurs juste que de plus en plus, aujourd'hui, on a, depuis les années 80, un retour en grâce de la biographie historique qui était, déconsidérée par l'école des annales, où nous, on a de plus en plus, je pense à Vigarello même ou à d'autres, c'est-à-dire quantité d'auteurs aujourd'hui qui vont parler de l'infrapolitique, et donc de cette jonction au cœur même de l'individu, de qu'est-ce qui fait histoire, etc. Bon. Donc, là aussi, les travaux de Nicole Leroux, que vous connaissez, qui a un usage historien de la psychanalyse assez conséquent aussi, notamment dans un ouvrage, La cité divisée, ou comment déconstruire le discours qu'Athènes a d'elle-même, et qui revient justement sur le refoulement de la stasis comme ciment de la communauté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il nous faut vraiment nous dessaisir de ces visions dominantes du temps comme temps continu, successif, homogène, et au contraire aller, et c'est vraiment ça aussi l'enseignement de la psychanalyse et de la clinique, et des humanités en règle générale, de la littérature, d'aller vers l'appréhension d'un temps feuilleté, c'est véritablement un terme et proustien et deleuzien, discontinu, brisé, celui-là même, dit Mazurel, dont l'influence souterraine de la psychanalyse nous a finalement rendus plus coutumiers. Donc, à partir où simplement on rappelle ce fait-là phénoménologique que le temps feuilleté constitue les êtres et les sociétés, ça paraît un peu, insuffisant d'avoir des visions assez réductionnistes, de l'histoire.
Et donc c'est au contraire nécessaire d'aller dans cette sédimentation. Le temps historique, en fait, comme le temps psychique, sont des temps éclatés. C'est la formule d'André Green, non linéaire, fait de reviviscences traumatiques, de plusieurs histoires générationnelles qui se mêlent, de plusieurs nexus. C'est le terme qu'on trouve chez Leng et qui montre tout simplement que le présent n'est jamais présent au sens de séparé du passé et du futur, c'est très bergsonien. Il est sans cesse en interaction, il ne tient que parce qu'il est revisité par ces deux points. J'ai posé juste deux petites références parce que ça me faisait penser à cela. Celle de George Steiner lorsqu'il définit l'Europe. Donc, vous vous souvenez peut-être, il va donner 4 grands, définitions de l'Europe. Je passe sur les premières, même si elles sont très pertinentes, puisqu'il va parler de l'Europe, c'est quoi? C'est Torah et Logos. Donc c'est en gros l'héritage conceptuel schématisé par en gros Athènes, la Grèce et puis l'héritage judéo-chrétien. C'est ça l'Europe. Il dit c'est un paysage à échelle humaine. Bon, et donc dans le sens où on peut caminare, on peut marcher, et c'est ça l'Europe. On peut arpenter l'Europe entre guillemets à pied. On peut tout arpenter à pied, mais bon, voilà, paysage à échelle humaine. Il va parler de cette chose qui est très habermasienne des cafés, que l'Europe c'est les cafés, et donc de la délibération. Et puis il va dire quelque chose où il va dire c'est la souveraineté du souvenir. Bon. Et donc l'Europe s'est constituée politiquement comme la souveraineté du souvenir, sous-entendu bien sûr l'ensemble des deux guerres, bien sûr Auschwitz, enfin, ce que peut représenter Auschwitz, en fait les 80 ans de la libération des camps, et que donc en fait l'Europe a constitué son ethos sur le fait que c'est imprescriptible. Donc c'est la notion de Jean Kalevitch. À partir du moment où, voilà, si vous posez même que l'éducation européenne c'est une politique de l'imprescriptible, je ne vois pas comment vous pouvez poser que le temps passe, puisque c'est précisément antinomique. Et en même temps, est-ce que c'est ça qui nous voue à tout jamais de façon fataliste de n'être que dans le ressentiment, ou est-ce que c'est précisément l'inverse de ça, et c'est la question de la transmission? Bon, en tout cas, vous dire qu'il nous faut sortir de ces choses qui opposent nécessairement la question socio-historique, alors que déjà la question socio-historique, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est déjà feuilletée. Donc le verre est déjà dans le fruit, mes camarades, et c'est pas que cette pauvre psyché qui a des conflits pulsionnels. En fait, tout est sédimenté, tout est feuilleté. Juste, je vous ai mis ici, vous le connaissez, c'est l'Atlas Mimosine de Aby Warburg, qui est historien d'art et qui, dans les années 20, a produit ce qu'il appelait les formules de pathos. Ça a très bien été étudié par Didier Huberman, mais surtout, c'est pas ça. Bon, Aby était un des patients de Bieswanger, qui a tenté de le soigner pour sa schizophrénie, mais en tout cas, ce qui est très certain, c'est que sans doute y a-t-il vu un point important pour comprendre comment a été fondée ensuite la psychiatrie phénoménologique, parce que très clairement, voilà, il a agencé comme ça tout un mur à la fois d'images venant produire des associations libres possibles, et qui raconte tout simplement au travers de ces panneaux tout ce qui nous traverse comme
comme pathos. Là aussi, la psychanalyse ne peut minorer le contexte socio-historique, c'est évident. Alors, c'est ce qu'on a souvent reproché à Freud, hein, d'être trop ancré dans une forme de biologisme, évolutionnisme, etc. C'est vrai. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que, non, bien sûr, l'inconscient a une histoire, qu'il n'y a pas de théorie ahistorique de l'homme et de la société, et qu'en même temps, ce que dit Lacan aussi est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi un ancrage dans la linguistique structurale pour repenser l'inconscient. Donc, en fait, que la thèse lacanienne est vraie, que malgré tout, la question freudienne, et qu'on trouve chez Ferenczi et ailleurs, chez d'autres, c'est-à-dire la possibilité d'un générique, d'un invariant, de quelque chose qui se joue entre l'ontogénèse et la phylogénèse. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose dans chaque individu qui récapitule un peu de l'espèce. Oui, il y a aussi cela. Et par ailleurs, il y a la réalité socio-historique d'un instant, des crises conjoncturelles plus ou moins fortes, des conflits de mémoire, etc., etc. Et que donc, c'est extrêmement compliqué de hiérarchiser ces facteurs, de nier et de dévaloriser un facteur par rapport à un autre. Il ne s'agit pas non plus en même temps de les niveler. Donc, le sujet est voilà, comment on est à la fois au fait de la complexité de cet entrelacement, de cet enchevêtrement, donc pour éviter de n'être que dans la confusion, et en même temps comment on ne réduit pas un seul des critères, parce que nécessairement sinon on passe à côté de la récurrence du fascisme, enfin du fascisme au sens de, encore une fois, tu l'as dit, comme attitude, comme moment d'existence, comme moment psychique. Et en même temps, quand on dit un moment psychique, il ne faut pas l'entendre comme la simple, responsabilité du seul individu, puisque ce n'est pas ça. Bon. Dans Études sur la personnalité autoritaire, avant de encore deux petits points avant de passer aux questions et aux échanges, Adorno va donc s'intéresser à identifier un nouveau type psychologique ou une tendance sociale générale. Donc lui aussi, il est dans une approche plutôt d'une tendance de fascisation. En tout cas, il est conscient des phénomènes de réification dans la société, puisqu'il va parler de type, et il va chercher à la fois à comment, pour le dire autrement, comment la société met à mal la qualité des processus d'individuation qui devraient être les nôtres, et comment, à partir de ce moment-là, va se produire des êtres qui sont plus enclins à désirer l'autoritarisme, se soumettre, en tout cas activer plutôt certains ressorts psychiques que d'autres. Puisque c'est ça, puisque c'est fondamentalement les explications psychologiques ne sont pas suffisantes pour comprendre l'ascension du fascisme, mais elles se révèlent nécessaires. Toutefois, pour rendre compte de l'apparente normalité avec laquelle les individus adhèrent à un ordre social, comme tu disais tout à l'heure, contraire à leurs intérêts. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est de passer justement par ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui produit une subjectivité pauvre, pauvre au sens d'un moi faible, acrasique, dirait de jour, mais
c'est quand même de ça dont il s'agit. Et là, en revanche, c'est une question qui est éternelle. C'est une question qui est éternelle. Et notamment chez Adorno, il s'intéressait au mode culturel et industriel de socialisation qui allait produire tel type de personnalité. Dans sa description des traits typiques de la personnalité autoritaire, Adorno insiste également sur le goût de l'ordre, le conventionnalisme, le conformisme, l'évitement de l'introspection, la pensée rigide et stéréotypée, et qui vont venir justement produire ce qu'il appelle un moi faible, c'est-à-dire qu'il va petit à petit perdre ou stéréotyper sa capacité de sublimation, ce qui est antinomique si j'ose dire, mais qui va, quand je dis stéréotyper sa capacité de sublimation, c'est dans la mesure où il va utiliser qu'un seul chemin particulier pour satisfaire sa pulsion ressentimiste, et ce chemin particulier, éventuellement, ça va être celui d'une identification au moi d'un leader, parce que c'est ça quand même, malgré tout. Hein, qu'est-ce qui est vendu dans le... ce n'est pas que le désir de la soumission. C'est pas ça, c'est ce que tu as dit. C'est l'amour du pouvoir, c'est ce que dit Foucault. Donc l'amour du pouvoir, ce n'est pas que le désir de la soumission. C'est éventuellement un accord de se soumettre à tel endroit pour en soumettre d'autres à d'autres endroits. Donc c'est par ce système-là que malgré tout, donc il y a un phénomène de réparation, il y a un phénomène de restauration narcissique perverse, etc. Dernier point, je vous renvoie au texte de Cohen-Halimi, qu'est-ce qu'un potentiel fasciste, qui revient justement sur les études de la personnalité autoritaire de Adorno, et qui rappelle comment il avait utilisé, vous savez, des questionnaires auprès des Américains. Plus de 2000 citoyens américains choisis dans toutes les couches de la société pour être soumis à différents questionnaires organisés selon 3 types de questions, type factuel, type doxique, type projectif, 9 variables, la question de l'antisémitisme, la question de l'anticonformisme, etc., qui étaient, activées. Vous voyez, je vous ai mis un des slogans qui était, des mantras portés par Hitler. Qu'est-ce que alors ce n'était pas le fascisme, mais en l'occurrence l'autoritarisme, c'est une responsabilité envers les supérieurs et une autorité sur les inférieurs. Donc, bien évidemment que on a toujours ce rêve de pouvoir jouir à un instant de la domination. Et avec ce rêve que tu as dit d'une naturalisation de la domination. L'homme sur la femme, ou l'homme sur tel ou tel autre homme, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est les critères qui sont posés. Il en avait sorti plusieurs traits. Donc on l'a dit tout à l'heure, une adhésion rigide aux valeurs conventionnelles de la classe moyenne. Donc la psychorigidité, le conventionnalisme, la soumission à l'autorité, une attitude de soumission acritique envers les autorités morales idéalisées du groupe interne, une agressivité autoritaire, donc le fait de vouloir poser comme relationnel primordial la possibilité d'une sanction, la possibilité d'une punition, voilà. Donc une opposition très très forte à la culture,
Pourquoi? Parce que la culture, c'est de l'intraception, hein. Donc tout ce qui vient, ou à la psychanalyse, etc. Donc des choses qui sont antinomiques de la réflexion sur l'intériorité, de la superstition, de la stéréotypie, etc. L'hostilité générale, la question comme ça du ressentiment comme fin du discernement et un dénigrement assez fort. Puis on y reviendra avec Reich sur ces questions en fait de perversion du désir, si j'ose dire. Alors Reich dit très clairement que ceux qui ne travaillent pas à une organisation libérale, alors il ne faut pas l'entendre comme néolibérale, mais il faut l'entendre au sens premier de aptitude à la liberté. Donc ceux qui ne travaillent pas à l'organisation libérale de leur vie libidinale. La vie libidinale, c'est la vie sexuelle, mais ce n'est pas que la vie sexuelle, c'est le conatus. Donc, un homme, c'est quoi? C'est une tentative d'organiser de façon libérale, c'est-à-dire avec aptitude à la liberté, la vie libidinale. Donc, l'investissement libidinal. Donc, bien évidemment, toutes les sociétés qui viennent réduire cette aptitude à la liberté d'une organisation de la vie libidinale, vaste, produisent des types de personnalités qui vont avoir, à un moment donné, de toute façon, une potentialité fascisante. Mécaniquement, par le fait de castrer sans cesse leur vie libidinale. Et encore une fois, ne pas entendre uniquement comme sexualité, voilà, c'est quelque chose de aptitude à la vie, vitalisme, érotisation, esthétisation, etc. Bon. Donc juste pour clore cette petite introduction, c'est comment on sort dans les sciences sociales et humaines des écueils éculés entre vie psychique et à chaque fois facteurs socio-historiques. Bien évidemment, il y a une dialectique absolument déterminante entre les facteurs socio-historiques, culturels et la qualité du principe d'individuation. Redire encore une fois ici que ce soit la question du ressentiment, que ce soit le délire autoritariste, etc., qui se recoupe avec la dynamique de ressentiment, ce sont à la fois un déficit de matérialisation et à la fois un déficit de symbolisation. Alors, déficit de matérialisation dans le sens où, oui, nous avons besoin d'un certain type de conditions matérielles pour faire advenir une vie bonne, donc vraiment au sens premier du terme, et parce qu'on nous dit toujours que le fascisme, c'est l'enfant des conditions matérielles déficientes. C'est ça le discours. Le discours, tu as dit, généalogie première, généalogie, c'est la misère sociale. C'est d'abord ça. Je pense que de dire ça est insuffisant. C'est parce que sincèrement, c'est faux. C'est faux de dire que ce n'est que ça. C'est pas vrai. C'est un déficit aussi de symbolisation. Et ce qui d'ailleurs et ce qui d'ailleurs doit nous faire comprendre comment aujourd'hui on peut voir dans des pays qui ont des structures quand même malgré tout assez différentes, même s'il y a des misères sociales qui sont repensées, mais ce sont des misères de position. Ce ne sont pas nécessairement des misères de situation. Enfin, je veux dire par là qu'il y a vraiment au cœur du ressentiment et au cœur du fascisme, il y a une problématique de rivalité mimétique, il y a une problématique de désymbolisation, il y a une problématique de déficit de symbolisation et pas uniquement de déficit de matérialisation. Mais sans doute que, bien évidemment, c'est à l'occasion du déficit de matérialisation que l'alibi parfait est possible pour
donner à entendre ce déficit de symbolisation. Mais en même temps, je dois reconnaître que je ne peux absolument pas statuer jusqu'où, puisque peut-être qu'il y a des maltraitances inaugurales, généalogiques, qui, à jamais, produisent des êtres qui, à un moment donné, ne peuvent pas s'extraire ou sont atteints par cette maltraitance matérialisante. Ils sont atteints dans leur fonction symbolique. Oui. Bon. Donc, les deux, de toute façon, c'est quasiment impossible de sortir de ce dilemme, puisqu'on a cliniquement la preuve des deux cas, c'est-à-dire des cas où des traumas ont été extraordinairement forts et ont produit derrière des ressentiments immenses, etc. Et l'inverse est également. Bon. En tout cas, moi, la question qui m'intéresse, pourquoi j'ai voulu reprendre ce travail avec Guillaume Leblanc, c'est quand même pour revenir à est-ce que le ressentiment c'est le premier moteur de l'histoire, ou est-ce que nous pouvons à un moment donné poser la sublimation du ressentiment comme un moteur de l'histoire, un moteur plus démocratique de l'histoire, et comment on peut malgré tout tenir cette double exigence et de l'élaboration collective et du travail analytique. Ne pas nier les déterminismes socio-historiques, ça me paraît absolument déterminant, mais en même temps, s'il n'y a que des déterminismes socio-historiques, je ne sais pas où situer la possibilité de l'éthique, du sujet et d'une certaine idée de la liberté, donc je me coince dans ce piège-là. Et par ailleurs, je ne sais pas non plus, ça c'est une question que, si lutter politiquement contre les injustices sociales, est-ce que ça peut se passer d'un travail analytique? Je ne pense pas, en fait. Puisque très souvent, on m'explique que voilà, il faut lutter contre les injustices sociales. Je dis bien sûr, mais je ne vois pas en quoi c'est antinomique de produire un travail réflexif sur ses propres désœuvrements. Et je pense même que la lutte politique dessaisie de tout travail analytique a à terme un danger plus totalisant, fascisant, presque mécaniquement. Mais ça, c'est une hypothèse de travail. En tout cas, je pense qu'on est trop pris dans ces pièges de dilemmes qui n'en sont pas. Donc, oui, je pense qu'il y a des liens au-delà des contextes socio-historiques. Là, si on veut simplement nommer la Boétie, Kant, Hegel, l'école de Francfort, tout cela, bien évidemment qu'il y a une ligne commune sur ce que pouvait appeler Kant l'état de minorité, de se laisser dans un état de minorité, et donc comment on fait pour essayer aujourd'hui, de voir ce nouveau visage, et surtout demain de lui proposer des antidotes. Voilà juste quelques éléments pour lancer notre discussion. Un dernier point, peut-être rappeler notre prochaine séance pour libérer ceux qui veulent y aller avant pour laisser des questions. On aura donc, c'est la date, le 4 février, c'est ça? C'est bien, vous savez mieux que moi. Je crois que ce sera Étienne Baliba, qui sera avec nous. Et puis en mars, ce sera, on ne sait pas là. Bon, et en mars, ce sera peut-être, c'est qui? C'est Pascal Horry en mars? C'est Patrick Boucheron. C'est Patrick Boucheron. Bon, donc, vous avez tout ça sur, voilà, mais enfin, vous savez que nous aurons Étienne Baliba, Patrick Boucheron, Pascal Horry, Michael Fossel dans les prochains mois avec nous. Et maintenant, le 4 mars, voilà, le 4 mars, 4 février et 4 mars. Merci. 4 février, 4 mars, 8 avril, Pascal Horry,
et Simé Michael Fessel. Merci à tous. Merci. Et on attend pour les questions. Et ceux, bien sûr, qui veulent poser des questions, posent des questions, nous les écoutons. Et toi, si tu veux, comment dire... Du coup, je commence pour lancer la discussion. Moi, j'étais vraiment très attentif sur, je crois, ce qui m'a marqué, outre ta conclusion, la référence à la fin à Kant, à ce petit texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières, qui est majeur, parce que ça définit au fond la possibilité de nouvelles lumières aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un éclaireur aujourd'hui, est-ce que ça a un sens et comment ça s'articule à la possibilité de ne plus être mineur. Et Kant, de manière très juste, indique la distinction entre état de minorité et état de majorité. Et là où il est intéressant, c'est qu'il nous dit que les Lumières sont un mouvement vers l'état de majorité, mais cet état de majorité, nous ne l'atteindrons jamais définitivement, nous serons toujours en chemin vers lui, mais nous pouvons en revanche sortir, en Ausgang, nous pouvons sortir de l'état de minorité. Alors qu'est-ce que c'est que sortir de l'état de minorité aujourd'hui, et comment cela a à voir avec précisément ce qu'on a essayé, toi et moi, d'analyser avec ce signifiant fascisme. Moi, j'étais très frappé par le fait que tu as introduit 4 perspectives que je trouve vraiment très, très intéressantes. Je les reprends juste comme ça pour lancer la réflexion. La première, c'est celle au fond, de la nécessité d'une approche clinicienne du fascisme. Après tout, précisément, si on en reste à une approche purement matérialiste, etc., ou purement politique du fascisme, on manque ce nouage dont tu as très bien parlé, du mental et de l'historique, et aussi, je dirais, on manque cette réflexion. Ça me semble très important de revendiquer une approche clinicienne, clinique du fascisme, aussi à partir, appuyé, comme tu l'as suggéré, sur le matériau du rêve. On sait qu'il y a eu des travaux très intéressants sur ce que c'est que rêver sous le Troisième Reich, par exemple. Et je trouve que cette perspective, d'emblée, a le mérite de lancer ce point qui me semble central dans ta réflexion, qui est la relation que tu as nouée à la fin entre le ressentiment comme moteur de l'histoire et la sublimation comme possibilité peut-être plus démocratique de contredire le ressentiment, en tout cas de faire obstacle au ressentiment. Cette relation ressentiment-sublimation, au fond, qu'est-ce que c'est que pouvoir être du côté de la sublimation aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que pouvoir échapper au ressentiment? Ça, c'est le deuxième point qui m'a frappé. Et je dirais, outre la nécessité du style analytique pour défasciser, ce que tu as rappelé à la fin, le troisième point qui mériterait discussion, c'est l'articulation de la misère matérielle et de la misère symbolique. Voilà. Là, effectivement, il est certain qu'une approche seulement matérialiste de la misère est insuffisante pour aborder la question de l'emprise fasciste. Et au fond, tout le travail d'Adorno contribue sur la personnalité autoritaire, mais même de Reich, contribue à nous en convaincre. Pour autant, justement, précisément, tu l'as d'ailleurs dit, je pense que dans la misère matérielle, il y a aussi la misère symbolique. C'est-à-dire que la misère matérielle, c'est la condition de misère matérielle, de position, par rapport, si on distingue comme Bourdieu, misère de condition, misère de position. La condition de la misère, c'est d'être placé aussi en position de misère symbolique. C'est-à-dire d'être dépossédé de sa propre langue pour pouvoir dire ce que l'on ressent, être dépossédé des outils interprétatifs de la critique aussi, pour pouvoir suggérer. Et là, on entre dans le ressentiment. Le ressentiment, et c'est très souvent, justement, l'impossibilité
le ressentiment, sans doute pour condition de possibilité, le fait que dans la misère matérielle, même s'il ne faut pas forcément vouloir absolument nouer les deux, mais dans la misère matérielle, gît la misère symbolique. C'est-à-dire que la dépossession des conditions de sa propre, des conditions matérielles de son existence ne peut que se développer, s'intensifier dans la dépossession des ressources symboliques par lesquelles on peut dire ce qui nous arrive et on peut dire sa propre misère. Et en ce sens-là, la privation des outils narratifs, linguistiques, critiques pour justement la privation à l'endroit de ceux qui vivent la misère amplifie le sentiment de l'injustice. Justement, il y a l'injustice, elle est au carrefour de ces deux misères précisément. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que la misère matérielle ne suffit pas, mais je serais enclin à inscrire dans ce qu'on appelle la misère au sens matériel ou matérialiste du terme, quelque chose comme la misère symbolique précisément. C'est pour lancer le... Oui. Et puis, encore une fois, c'est une question tellement immense et je vais juste faire un tout petit écho par rapport à la situation d'aujourd'hui. Alors, on est dans le pas d'après, entre guillemets. Je veux dire, on est dans le pas d'après, dans le sens où, si nous prenons ce qui se joue, par exemple, dans la proposition de Trump et de Musk. Qu'est-ce que c'est comme proposition? Si on la réduit, si on donne une simple équation de cette proposition, c'est une proposition d'hyper-matérialisation. C'est ça qu'il propose. C'est-à-dire, il propose forêt, encore plus de ceci, de cela, aucune limite à le mode de vie non négociable d'un Américain. La voiture. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'est le refus, c'est la démonétarisation de la symbolisation. La symbolisation n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de symbolisation? L'hypermatérialisation, là tout de suite, l'éther, tout ce qu'on peut prendre, on prend. Enfin, et c'est cette proposition, et qui visiblement, vu qu'il y avait un... Alors c'est là où... Pourquoi c'est tellement reçu? Parce que sans doute, il y a eu ce déficit de matérialisation, et que... voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce ne sont pas ceux qui ont... je veux dire, ils ont, eux, pour le coup, aucun déficit de matérialisation, Trump et Musk. Donc c'est très intéressant de voir comment ils deviennent les garants de la désymbolisation, l'un par la technique. La technique va venir, encore une fois, tout désymboliser et matérialiser par la technique, et puis sinon l'argent. Voilà, les deux grandes matérialisations du moment, c'est celle-ci, et on nous emmène vers un très grand déficit de symbolisation. Le seul souci, c'est que c'est là où on retombe aussi sur Lacan, sur Freud, sur tout ça, c'est que, en fait, l'être humain est d'abord, anthropologiquement, cliniquement, il est d'abord un process de symbolisation. Sinon, s'il n'est jamais un process de symbolisation, à ce moment-là, c'est sa seule matière, c'est sa seule finitude, et à ce moment-là, il n'y a pas 15 000 façons de gérer la finitude, si vous voulez. Il y a le mortifère et la jouissance mortifère, donc souvent, c'est soit contre soi-même et on disparaît, soit on met à mort l'autre, mais ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'on a besoin, parce que sinon l'angoisse revient de manière très très forte, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas, moi j'y suis pour rien, si on a tellement besoin de symbolisation,
nous serions des êtres immortels, peut-être que la fonction symbolique ne serait pas au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'avère qu'aux dernières nouvelles, nous sommes des êtres mortels. Et donc, cette finitude nous constitue. Pour lutter contre, pour que cette finitude ne soit pas le trou dans lequel nous tombions, même si ça arrivera, mais comment dire, le moins tard, voilà, le plus tard possible. Bon, il n'empêche que pour résister tous les jours à ces mini-effondrements, oui, il faut de la matérialisation, c'est vrai, mais fondamentalement, il faut la symbolisation. Et donc, la question, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que fabrique la démocratie et l'état de droit avec la fonction symbolique, quoi. Ou qu'est-ce qu'elle ne fabrique pas assez, ou qu'est-ce qu'elle n'enseigne pas assez, parce que visiblement, voilà, à un moment donné, croire que la démocratie peut se passer de la fonction symbolique, ben non, la preuve est faite que absolument pas. Bon, donc, mais je suis d'accord que ben, c'est tout l'enjeu de voir quelle est la juste voilà, articulation entre ce que tu as dit. Donc je suis d'accord néanmoins. Donc vous voyez, on n'en sort pas de ce... Voilà. La suite au prochain épisode. Merci pour votre attention à tous et rendez-vous le 4 février. Non, tu vois, c'est bien,